Eh ben, on va pouvoir commencer. Merci à tous pour votre présence à ce webinaire qui va traiter aujourd'hui de l'anticipation des enjeux écologiques, donc une stratégie gagnante, pas une contrainte, et on va notamment vous présenter les avantages des pré-diagnostics écologiques, une méthodologie qu'on a développée chez ARP Astrance. Avant de laisser la parole à ma collègue Alice Magne, je vais nous présenter très rapidement. Donc pour ma part, je m'appelle Jérémy Durand. Je suis responsable de l'activité naturaliste chez ARP Astrance. Et j'ai le plaisir de travailler avec Alice Magne, donc, qui est chef de projet écologue et qui prendra la parole sur ce webinaire. Quelques mots d'abord pour vous présenter ARP Astrance et le travail que l'on effectue en écologie. ARP Astrance, c'est finalement 4 grands métiers. Un métier de programmation et AMO projet qui vise à concevoir des stratégies et des politiques immobilières qui soient personnalisées auprès de grands comptes, de grands clients notamment, et qui fusionnent l'aspect aussi physique et digital. On a un autre pôle de métier qui s'appelle stratégie durable et transition, qui prend en compte les grands enjeux de la transition écologique, que ce soit les sujets de carbone, d'environnement de façon plus générale, et des pratiques éco-responsables qu'on peut mettre en place dans la construction et l'exploitation d'un bâtiment. On a bien sûr le pôle biodiversité et paysage dans lequel j'ai le plaisir de travailler, qui vise à intégrer l'intégralité du vivant dans des projets immobiliers. J'en dirai quelques mots par la suite. Et un dernier pôle métier, workplace design et expérience, qui vise à concevoir, aménager sur mesure des espaces de travail pour prendre en compte des sujets comme la biophilie, le bien-être au travail, et faire revenir les gens au bureau dans le reflet d'une culture d'entreprise. Top. Quelques mots sur du coup le pôle biodiversité et paysage qu'on appelle Gondwana. Aujourd'hui, Gondwana, donc, qui traite spécifiquement des sujets de biodiversité urbaine, c'est 20 écologues, naturalistes ou ingénieurs agronomes et paysagistes qui travaillent pour intégrer le sujet du vivant dans l'intégralité des projets qui nous sont confiés, que ce soit des projets d'études, de conception ou d'exploitation de bâtiments immobiliers. C'est à peu près 360 clients divers et variés sur les sujets de biodiversité. Encore une fois, que ce soit des aménageurs, des promoteurs, des foncières, du monde de la logistique, des bâtiments publics, du logement. On a vraiment toute typologie de projets qui intègrent la biodiversité. On va vous montrer d'ailleurs dans ce webinaire pourquoi c'est important. Annuellement, on réalise environ 500 études écologiques. Alors ça, je crois que c'est les chiffres de 2023. Il faudra peut-être qu'on les mette à jour. Mais voilà, à peu près 500 études écologiques par an. 2000 arbres aussi inventoriés et diagnostiqués dans le cadre de diagnostic phytosanitaire. Et on accompagne également nos clients avec des labels et certifications type EFI-Nature ou Biodiversity. C'est pour ça qu'on a une équipe aussi dédiée à ça, qui est accréditée pour vous accompagner sur ces sujets-là. On a aussi à cœur d'accompagner des sujets de recherche et développement et de cofinancer des thèses de doctorat, notamment. La dernière a été sur les sujets de continuité écologique, notamment avec l'utilisation de l'outil GraphHub, qui nous a permis de mettre en avant l'intérêt de la trame verte et bleue et d'autres couleurs sur les milieux urbains. Dernière salle de présentation sur vraiment notre activité biodiversité et paysage. Notre métier finalement se découpe en 3 typologies. Une première qui est plutôt destinée à la stratégie biodiversité, intégrer les différentes thématiques, notamment avec la dynamique assez forte en ce moment européenne, de mettre en place des nouveaux indicateurs grâce à la taxonomie, la CSRD, en lien avec la biodiversité. Donc c'est vraiment accompagner toute typologie d'entreprise à intégrer la biodiversité dans une stratégie type RSE. Ça peut passer par la cartographie de patrimoine, la réalisation de feuilles de route et plans d'action spécifiques, la création d'indicateurs de biodiversité spécifiques, d'études de connectivité ou autres.
On a aussi une activité autour de l'AMO projet et le naturalisme. L'idée, c'est d'accompagner un projet tout au long finalement de sa vie, que ce soit des premières études, donc plutôt naturalistes, en lien avec des exigences réglementaires qu'on va détailler dans notre webinaire, mais aussi des choses comme des diagnostics flash, des pré-diagnostics qu'on va vous présenter aujourd'hui, jusqu'à l'accompagnement dans la conception et la réalisation en phase chantier, donc que ce soit de façon volontaire ou dans le cadre d'un label ou certification. Et ça va aussi jusqu'à l'exploitation des bâtiments, où on peut vous accompagner sur les plans de gestion écologique, là aussi avec des sujets labels, notamment label éco-jardin, pour lequel nous sommes auditeurs. Et une activité autour du génie écologique, donc un sujet de cartographie des trames, de gestion des infrastructures vertes, de gestion écologique. C'est vraiment le lien entre le monde de l'écologie et le monde du paysage, comment on fait bien le lien avec des solutions basées sur la nature. Donc aujourd'hui, on vous propose de parler ensemble des pré-diagnostics écologiques. Cette méthodologie alors on n'a pas inventé l'eau chaude, mais qu'on a mis en place chez Arpastrans avec un processus pour anticiper les enjeux de biodiversité, notamment réglementaire. Donc dans un premier temps, Alice va vous présenter un petit peu les enjeux de protection de la biodiversité. Par la suite, on verra comment cette protection de la biodiversité traduite dans le code de l'environnement peut s'appliquer à des projets immobiliers. Et finalement, on s'attardera sur le pré-diagnostic, donc un outil qui permet d'accompagner et d'anticiper, c'est finalement le mot du jour, d'anticiper les enjeux en termes de biodiversité. Donc du coup, je vais laisser Alice prendre la parole pour vous présenter les enjeux de protection de la biodiversité. Merci Jérémy, bonjour à tous. Donc on va donc commencer par quelque chose de pas forcément très joyeux, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'on traverse actuellement une crise écologique qui mène à un effondrement de la biodiversité. Il y a 5 grandes causes qui ont été identifiées. Donc en premier lieu, la destruction et la fragmentation de l'habitat. On estime en France que chaque année, 25 000 hectares de sols sont artificialisés. Il y a aussi une surexploitation des ressources, avec notamment, par exemple, selon l'IPBES, 33% des stocks de poissons sont surexploités. Il y a aussi la pollution qui rentre en jeu, le changement climatique, et enfin les espèces exotiques envahissantes. Selon l'Office français de la biodiversité, en 10 ans, 14 nouvelles espèces exotiques envahissantes sont apparues par département. L'homme a un impact sur chacune de ces causes, qui conduit donc à l'effondrement de la biodiversité, et ces causes ont bien évidemment et malheureusement des conséquences. L'une des conséquences principales, ça va être la perte des services écosystémiques, avec par exemple la perturbation et la perte des services de support, le cycle du carbone, le cycle de l'azote. Aussi une perte des services de régulation, avec notamment une perturbation de la pollinisation, qui est l'action des insectes qui permet de la reproduction d'une majorité des espèces de plantes à fleurs. On a aussi une perte des services de production, tout simplement de la production alimentaire. Et enfin, une perte de services culturels avec des dégradations du paysage naturel, etc. Face à cet effondrement, il y a des politiques nationales et internationales qui sont apparues à partir des années 50. Entre les années 50 et 70, c'est majoritairement des mesures qui ont été adoptées pour mettre sous cloche et préserver les grands espaces de nature. Et ensuite, c'est en 1972, au sommet de la Terre à Stockholm, qu'apparaissent les prémices de l'étude d'impact. La création du Code de l'environnement en France dans les années 2000 et l'ajout de plusieurs lois par la suite ont permis de cadrer les seuils, les besoins, les méthodes et aussi les sanctions appliquées aux projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. C'est le cas notamment de, par exemple, la démarche ERC, qui a été formalisée en 2010, et enfin l'objectif de 0 perte nette de biodiversité, formulé dans le plan national d'action pour la biodiversité. Donc, merci Alice pour cette introduction. Avant de passer sur notre deuxième partie de
ce webinaire, on me dit dans l'oreillette que si vous avez des questions sur ce qui est dit ou des questions annexes, vous pouvez poser vos questions dans un onglet dédié sur le chat qui s'appelle questions et réponses, il me semble, et on prendra vos questions à la fin de cet exposé. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, effectivement, Alice, dans cette première partie, a rapidement dressé les enjeux de protection de la biodiversité. Et on a vu qu'il y avait une dynamique internationale, européenne et française qui vise depuis une cinquantaine d'années, grosso modo, à intégrer le sujet de l'environnement et de la biodiversité dans la loi. Et ça s'applique notamment aux projets immobiliers et notamment les projets de construction qui modifient notre territoire. L'enjeu, cette deuxième partie, c'est de voir comment justement les projets immobiliers doivent répondre à ce code de l'environnement français. Merci Jérémy. Dans le cadre de l'obtention des autorisations environnementales, le porteur de projet il doit se poser grosso modo 3 questions. Quelle est la typologie de mon projet? Quelle est sa taille? Et selon les seuils, il va être potentiellement soumis à étude d'impact directement ou alors à examen au cas par cas, qui, après examen des incidences du projet sur l'environnement, peut potentiellement soumettre le projet à étude d'impact ensuite. Il y a aussi une question de l'emplacement. Et ça, c'est notamment lié aux zonages Natura 2000, qui sont donc des zonages protégés et réglementés à l'échelle européenne. Si un projet décide de s'implanter au sein de ces types de zonages, il y a une étude des incidences Natura 2000 spécifique qui va être réalisée, donc en regardant les espèces présentes à l'état initial, celles présentes dans le site Natura 2000, et comment est-ce que le projet va avoir un impact sur la dynamique de ces espèces. Dans tous les cas, il faut donc réaliser des études pour connaître l'état initial de son site. Cela se matérialise bien souvent par des visites naturalistes. Il y a ensuite des études écologiques qui vont être produites pour mener ensuite à l'étude des enjeux, des impacts et des incidences afin de créer des mesures ERC adaptées au projet. Apparue en 2010, la séquence ERC, c'est une démarche qui est co-construite avec tous les acteurs du projet et qui a pour but, après identification des impacts bruts du projet sur l'environnement, d'atteindre 0 perte nette de biodiversité. En premier lieu, donc, il va y avoir des mesures d'évitement qui ont pour but de supprimer l'impact. Ensuite, les impacts résiduels qui n'ont pu être évités vont être atténués via la mise en place de mesures de réduction, par exemple, qui ont pour but d'atténuer la durée de ces impacts, leur intensité, ou alors leur étendue, qu'elle soit géographique. Et enfin, la compensation apporte éventuellement une contrepartie des effets négatifs notables qui sont directs ou indirects du projet sur l'environnement et qui n'ont pas pu être évités ni réduits de façon satisfaisante. Le Code de l'environnement, il rappelle aussi que dans le cadre des processus d'autorisation environnementale, c'est la responsabilité du maître d'ouvrage qui est engagée. C'est-à-dire que celui-ci doit mettre en œuvre tous les moyens, qu'ils soient techniques ou financiers, pour réaliser des études de qualité et assurer que toutes les études nécessaires à la compréhension globale du projet et à l'appréhension de l'intégralité des incidences sur l'environnement sont bien prises en compte. On remarque que toute cette procédure, elle est assez bien maîtrisée, notamment dans le monde de la logistique, puisque dans le cadre des procédures ICPE notamment, c'est des processus, l'étude d'impact, l'examen au cas par cas, qui sont habitués à prendre en compte et à anticiper. En revanche, sur certaines typologies de projets, et c'est notamment le cas du logement par exemple, où il y a une grande variabilité sur la taille du projet, sur sa typologie, son emplacement. On ne va pas forcément rentrer dans des seuils ou des nomenclatures qui soumettent systématiquement à examen au cas par cas ou à étude d'impact ces projets. On pourrait donc croire que ces projets-là ne sont pas concernés par les thématiques de biodiversité, et vous imaginez bien que c'est faux, sinon ce webinaire serait très court. En effet, tout projet peut être confronté à l'évaluation environnementale, peu importe sa taille, sa nomenclature, etc. Il y a en premier lieu la clause filet, qui est apparue il y a 2 ans, qui soumet un projet à examen au cas par cas, à la demande soit des services instructeurs qui portent la première déclaration du projet,
soit le porteur de projet lui-même, pour tout projet qui est susceptible d'avoir un impact sur l'environnement ou la santé humaine. Généralement, donc, des études doivent être réalisées par des écologues et une séquence ERC peut être créée pour montrer que l'intégralité des incidents sur l'environnement ont bien été prises en compte et sont maîtrisées. En France, il y a aussi une attention particulière qui est portée sur les zones humides. En effet, les zones humides sont des milieux qui sont très riches d'un point de vue écologique et qui sont protégés. Donc le maître d'ouvrage doit s'assurer de l'absence de zones humides sur la zone d'implantation de son projet. Cela se matérialise par la réalisation de diagnostics techniques avec donc une étude de la typologie du sol, des habitats présents et des recouvrements floristiques qui montrent que une dynamique plus ou moins humide a lieu sur le site. En cas de présence de zones humides, le projet peut être soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l'eau. Et les besoins compensatoires peuvent varier en fonction de la localisation du site et selon les bassins versants dans lesquels le projet veut s'implanter. Toute cette réglementation relative à la zone humide, elle est cadrée globalement par la méthode ONEMA. Et enfin, il y a la dérogation dite espèces protégées, qui est liée à la présence d'espèces protégées sur son site et dont les impacts résiduels ou les incidents sur ces espèces sont trop importants. Généralement, il faut réaliser un diagnostic faune-flore-habitat, le plus souvent sur 4 saisons. Et ensuite, l'autorisation, elle a lieu après consultation et avis du Conseil national du patrimoine naturel ou du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Et là aussi, des mesures RC doivent être mises en place pour éviter, réduire et compenser les impacts sur ces espèces plus spécifiquement. Donc finalement, il y a 5 questions qu'il faut globalement se poser pour s'assurer d'être dans les clous d'un point de vue des autorisations environnementales. Quelle est la typologie de mon projet et la taille de mon projet? Est-ce que mon site est soumis à étude d'impact ou à examen au cas par cas? Quels sont les impacts sur l'environnement? Quel est mon état initial de la biodiversité? Qu'est-ce que j'ai sur mon site? Et enfin, où s'implante mon projet? Et selon les réponses à ces questions, l'écologue peut apporter son expertise, notamment sur toutes les petites flèches en pointillés verts que vous voyez sur la présentation, pour conseiller le maître d'ouvrage, pour savoir si oui ou non il y a besoin de faire ces études. L'écologue va aussi accompagner la maîtrise d'ouvrage donc dans la réalisation et la production de ces études, le dimensionnement de la séquence ERC et en fait globalement tout le dimensionnement de la procédure d'autorisation environnementale. En effet, en France, il y a le principe de proportionnalité qui existe. Ce principe, il consiste à adapter le contenu de l'étude, que ce soit en termes de nombre d'inventaires, de nombre de passages, à quelle saison, etc., et du contenu de l'étude. Est-ce qu'il faut pousser jusqu'à l'analyse des impacts ou pas? Et ça, c'est selon donc l'ampleur du projet et l'implantation qui est prévue pour le projet. Ce principe, il s'applique à toutes les étapes de la démarche d'autorisation environnementale, de la réalisation des premières études jusqu'à la mise en place et des mesures, leur dimensionnement, et ensuite le dimensionnement des mesures de suivi. Souvent, il y a des suivis en phase d'exploitation, notamment sur les projets à grande ampleur, pour s'assurer que les mesures ERC ont été suffisamment efficaces. Enfin, l'écologue va dimensionner du coup des suivis en phase d'exploitation qui peuvent aller jusqu'à 30 ans, mais sur des projets de plus petites ampleurs, des suivis jusqu'à 3 ans suffisent à attester par exemple de la réussite de ces mesures. Donc, ce qu'on a vu grâce à l'exposé d'Alice, c'est que finalement, il y a deux grandes... les sujets d'études environnementales, notamment avec l'étude d'impact et le cas par cas, sont assez finalement connus du grand public, notamment de certaines typologies de projets comme la logistique qui traite ça de façon quasi quotidienne de par leur typologie de projet. Ça laisse malheureusement penser qu'il y a les autres projets qui ne sont pas soumis à ce genre d'études ne sont pas concernés par les sujets de biodiversité. Et donc là, on a bien vu que ce n'était pas le cas, notamment au regard des espèces protégées, des zones humides et de la clause filet. Et donc du coup, pour une maîtrise d'ouvrage, un porteur de projet, il y a un enjeu qui est fort pour identifier s'il est soumis à cette réglementation. Donc, il a besoin de savoir, avant de s'implanter sur un projet, s'il y a des espèces protégées qui sont présentes sur son site, s'il y a une zone humide ou si il risque de passer en clause filet de par son impact sur l'environnement. Et c'est tout l'intérêt du pré-diagnostic qu'on a développé chez ARP Astrons,
c'est vraiment d'avoir un premier vision, finalement une vision un petit peu risque des sujets de biodiversité sur un projet. À noter aussi le sujet qui était important sur lequel a fini Alice de la proportionnalité, c'est justement en réalisant un prédiagnostic très léger qu'on va pouvoir proportionnaliser des inventaires, une intervention finalement de l'écologue en lien avec les enjeux du site et pas forcément tout de suite se lancer dans un diagnostic 4 saisons qui peut être coûteux, impactant en termes de temps, mais bien cadrer la prestation de l'écologue pour être le plus efficace et le plus pertinent possible. Et donc je vais laisser dans cette troisième partie, Alice, vous présenter un peu plus en détail notre prédiagnostic écologique, ses objectifs, ses enjeux et un petit peu son cadrage. Merci. Donc, en effet, un des buts du prédiagnostic qu'on a créé, c'est donc d'anticiper les procédures réglementaires et assurer une maîtrise sur plusieurs aspects dans la gestion globale du projet. En premier lieu, c'est pas le bon sens, assurer une maîtrise temporelle du projet. En effet, l'autorisation environnementale, elle peut arriver à tout stade du projet, que ce soit en phase conception, une fois que les plans masse sont faits, ou encore en fait la veille du chantier avant qu'il démarre. Donc, anticiper ces procédures et bien s'assurer que tout a été mis en place, c'est éviter de perdre un an et demi suite à le besoin de réaliser une étude 4 saisons, le temps de réaliser l'étude et de produire les documents. On peut quand même prendre beaucoup de retard, ce qui a un vrai impact, et notamment financier sur le coût global du projet. Donc, ça permet de bien anticiper et bien dimensionner le coût global des études, le coût des mesures à mettre en place, et bien évidemment aussi d'éviter le retard qui induit forcément un coût supplémentaire. Le prédiagnostic, il a aussi pour but de se prémunir d'une exposition à des contentieux et des recours juridiques qui peuvent mener à des suspensions, voire même à des annulations du projet. Si les enjeux n'ont pas été suffisamment mis en place, c'est ce qui s'est passé notamment avec une histoire de barrage et de castor assez récemment. Les impacts n'avaient été pas assez bien identifiés et donc plus de projet. Le prédiagnostic, il a aussi pour but de simplifier toute la démarche administrative en anticipant les procédures, leurs délais d'instruction et les délais de production des différentes études. Ça permet de bien prendre en compte le planning du chantier et c'est la clé pour un projet réussi finalement. Le prédiagnostic, il assure aussi une bonne mise en place opérationnelle du projet. Si elle est bien anticipée et elle prend bien en compte les incidences du projet dans le cadre de la démarche ERC notamment, qui pourrait être conseillée suite à un prédiagnostic, ça permet d'éviter une remise en question de choix techniques à un stade avancé du projet, qui pourrait donc induire un retard, des coûts financiers, etc. Et enfin, ça permet aussi une meilleure acceptabilité du projet. On remarque que maintenant, il y a de plus en plus d'associations de protection de l'environnement, de riverains, etc., ou de citoyens, en fait, tout simplement, qui veulent maîtriser le développement foncier, préserver les arbres, préserver les zones de verdure, etc. Et donc, bien prendre en compte ces enjeux biodiversité dès le début, les anticiper et montrer que les incidences, elles sont mesurées et qu'elles elles s'inscrivent ensuite dans le cadre de préconisations pour une meilleure valorisation de la biodiversité. Ça permet une meilleure acceptabilité du projet et c'est notamment assez utile dans le cadre de l'enquête publique, par exemple. Sans prendre le temps d'aller sur une enquête publique, c'est vraiment l'enjeu de ce prédiagnostic, c'est d'avoir une vision risque. La conclusion du prédiagnostic, on va le voir, c'est de pouvoir cadrer sur les efforts à mener et les risques encourus sur les sujets de biodiversité. Aujourd'hui, en 2025, on ne peut plus faire semblant de ne pas prendre en compte le sujet de la biodiversité. Et justement, ce prédiagnostic, il permet de se poser la question de façon ponctuelle et de façon assez rapide de l'impact de la biodiversité dans mon projet, même si je ne suis pas soumis à une évaluation réglementaire dans le cadre d'une étude d'impact ou d'un cas par cas. Nous, on le voit sur certains projets, c'est aussi ce prédiagnostic, il permet aussi d'avoir un go-no-go sur certains fonciers, sur certaines foncières. On a notamment des clients qui sont revenus vers nous suite à un prédiagnostic
en disant, ben voilà, on avait identifié trop de risques, et donc il a été choisi une autre parcelle qui en comportait moins. Donc, selon au moment où on le développe sur un projet, il peut avoir différents usages, ce prédiagnostic, mais il a toujours une vision de identification des enjeux d'un point de vue biodiversité. Donc pour vous, plutôt côté maîtrise d'ouvrage et constructeur, les sujets risques. En effet, le pré-diagnostic, pardon, il a pour but de se prémunir des risques énoncés juste avant. Chez Gondwana, on l'a créé, globalement, il comporte 3 parties. Une première partie avec l'analyse du contexte écologique, où on va regarder différentes réglementations liées notamment à l'implantation de la zone du projet. Ensuite, un premier avis de l'écologue sur le projet et suite à une visite réalisée sur site. Et enfin, des préconisations. Donc, par exemple, on va regarder la prédisposition de zones humides sur le site. Où est-ce que le site est localisé et en fonction des cartes d'enveloppe d'alerte des zones humides qui a été développée par AgroCampus Ouest, on va conseiller la maîtrise d'ouvrage de réaliser oui ou non un diagnostic zone humide. Par exemple, sur ce site complètement aléatoire, on voit qu'il est quand même dans une enveloppe de probabilité forte de présence de zone humide. Sur une orthophoto, on voit que c'est une grande plaine, donc pas du tout imperméabilisée. Donc là, on va conseiller de réaliser un diagnostic de zone humide pour s'assurer de l'absence ou alors pour attester de la présence de cette zone humide. Comme je vous le disais, l'écologue va aussi réaliser un premier inventaire de terrain. Donc cet inventaire, il n'a pas du tout une vocation exhaustive. En revanche, c'est un inventaire un peu global du site, multitaxon, pour identifier les potentialités de présence et les cortèges globaux d'espèces qui utilisent le site. Et selon la période à laquelle le diagnostic va être réalisé, est-ce que c'est un site potentiel de reproduction, juste d'alimentation, de passage, ou est-ce que c'était juste un individu erratique qui n'avait pas grand-chose à faire ici finalement? L'écologue va ensuite regarder la sensibilité environnementale de la zone d'implantation. Donc pour toute cette partie, on a repris globalement les catégories du CERFA à remplir dans le cadre d'une demande d'examen au cas par cas, et auquel on a rajouté aussi plusieurs seuils et nomenclatures, notamment de projets immobiliers. Est-ce qu'il va y avoir un parking de plus de 50 places? Dans ce cas-là, c'est soumis à examen au cas par cas. Quelle est la taille de ma surface de mon terrain d'assiette? Combien de surface de plancher va être construit, etc. Pour identifier si, oui ou non, on rentre dans des seuils ou des nomenclatures de processus d'autorisation environnementale qui sont clairement définis. Ça permet aussi d'anticiper dans le cas d'un cas par cas, justement, la réponse de l'autorité environnementale. Alors même si la réponse finale reste à l'autorité environnementale, ça peut nous permettre d'avoir une anticipation de cette réponse et aussi anticiper d'éventuelles clauses filets avec un impact sur la biodiversité qui serait très important et sur lequel une clause filet pourrait être déclenchée de façon facilitée, j'ai envie de dire. Donc ça aussi, ça nous permet d'avoir une vision sur ça et d'anticiper le risque. Et enfin, l'écologue va formaliser donc, des préconisations. Il va y avoir 2 catégories de préconisations, des préconisations un peu générales, donc par exemple sur des études complémentaires à réaliser au vu du principe de proportionnalité. Par exemple, il y a du bâtiment abandonné, des combles qui sont très propices aux chauves-souris, et bien on va conseiller de réaliser un inventaire spécifique pour les chauves-souris, avec un passage d'un écologue sur site de nuit, la pose d'enregistreurs, etc., pour connaître un peu l'utilisation du site par ce taxon. Ou alors d'autres préconisations générales sur le chantier, avec éventuellement des localisations d'implantation particulières pour des bassins, pour des bâtiments, un planning de chantier particulier à respecter, etc. Et enfin, il y a aussi des préconisations de conception qui là seront plus propres au projet et qui vont plus avoir comme but de valoriser la biodiversité sur le site en prenant en compte l'état initial pour recréer un état favorable à l'accueil des espèces qui ont été identifiées avant le projet. Et en fait, finalement, de bien prendre en compte la biodiversité, de la préserver sur le projet et de la valoriser. Les préconisations qu'on formule, elles n'ont pas vocation à remplacer du tout une démarche ERC. En revanche, elles suivent un peu un mantra SMART,
qu'on a chez Gondwana. Globalement, les préconisations, elles sont spécifiques et donc adaptées au projet. Elles ont pour but aussi d'être mesurables, quantifiables, traçables et vérifiables pour que la validité de ces préconisations soit facilement suivie et, et que leur réussite soit identifiable par tout porteur de projet et pas forcément juste l'écologue. Le but de ces préconisations aussi, c'est qu'elles soient atteignables, que ce soit d'un point de vue technique, mais aussi en termes de budget. Les mesures aussi, elles vont être réalistes, et donc, enfin, les préconisations, pardon, vont être réalistes et donc en induit une sorte d'obligation de résultat finalement. Et enfin, elles sont temporalisées avec des nécessités de suivi qui sont identifiées, que ce soit par un écologue ou pas, selon l'expertise qui est nécessaire. Finalement, le pré-diagnostic, c'est donc un outil qui est adapté à tous les projets. C'est, comme on vous l'a montré, un outil d'anticipation et de maîtrise des risques dans la gestion globale d'un projet. On a eu à cœur aussi de créer un outil qui est graphique et pédagogique, et donc qui peut totalement être réutilisé dans le cadre d'une présentation en mairie, par exemple, bien en amont de la réalisation même du projet. C'est un outil qui est aussi complètement adaptable. Selon la demande, on peut pousser un peu plus un aspect du contexte, réaliser un inventaire supplémentaire, pousser une prospection spécifique sur un taxon, etc. Et enfin, c'est surtout un outil qui est rapide à mettre en place. En revanche, il faut faire attention, ça n'est pas un inventaire exhaustif. Le but, c'est vraiment de comprendre les enjeux globaux et pas d'aller regarder chaque petite plante. C'est pas un avis réglementaire qui fait foi. L'avis réglementaire qui fait foi, ça reste celui de l'autorité environnementale. Ça n'est pas non plus une analyse d'impact et une séquence ERC, comme je vous l'ai montré avec nos préconisations. Le but vraiment de ce pré-diagnostic, ça a été donc de vous permettre d'anticiper les procédures d'autorisation environnementale, d'anticiper aussi les risques dans le cas où ces procédures ne sont pas suffisamment anticipées. Ça vous permet aussi donc de connaître les enjeux écologiques des zones où vous voulez implanter vos projets. Et enfin, ça permet en fait de valoriser et de mieux prendre en compte la biodiversité sur ces projets. On conseille quand même vraiment de systématiquement réaliser une visite parce qu'une analyse bibliographique ne permet pas de vraiment voir la valeur écologique propre de la zone d'étude. Il peut être réalisé que ce soit en milieu urbain ou rural et à l'échelle de la France métropolitaine. Le pré-diagnostic, il peut être réalisé vraiment toute l'année, même si on conseille quand même de privilégier une visite au printemps ou en été pour vraiment bien analyser les enjeux écologiques et avoir une idée vraiment plus précise du potentiel écologique de la zone d'étude. Donc finalement, on a vu avec l'exposé d'Alice que l'enjeu de protection de la biodiversité était important de par la perte des services écosystémiques, que la réglementation, qu'elle soit internationale, européenne et nationale, ont mis en place des éléments pour protéger la biodiversité sur l'intégralité des projets, avec des démarches plus lourdes sur les projets à fort impact, mais que ce sujet de la protection de la biodiversité concernait réellement tous les projets, notamment au regard de la présence de zones humides et d'espaces protégés ou d'impact majeur en termes de biodiversité. Donc finalement, pour anticiper au mieux ces enjeux et ces risques, qu'ils soient économiques, réglementaires, d'acceptation, à RPS France, on a mis en place un processus un peu cadré qu'on a appelé pré-diagnostic pour aller rapidement sur place et identifier justement ces enjeux et pouvoir avoir un rendu pédagogique qui vous fasse comprendre les risques et comment protéger au mieux la biodiversité sur vos projets. N'hésitez pas à vous poser vos dernières questions sur le chat. Alors, on a une question déjà sur est-ce que vous allez avoir accès à la présentation du webinaire. Le webinaire, il a été enregistré, donc il y aura une présentation, une vidéo YouTube qui sera disponible sur notre chaîne YouTube. Il y a une question aussi sur le prix. Alors, vous imaginez que le prix, ça va dépendre de pas mal de facteurs. Ça va dépendre de la localisation, de la surface du site, des enjeux. Comme l'a dit Alice, ça peut être
des diagnostics adaptables en fonction des besoins de nos différents clients. Il faut compter une assiette entre 3 000 et 5 000 euros pour un diagnostic écologique, un pré-diagnostic, pardon, écologique de base avec une visite sur site. Combien de temps ça met? En général, entre notre réception de demande client et la réalisation de l'étude, ça peut prendre jusqu'à 15 jours. Donc, c'est des choses. Le but, c'est vraiment d'avoir une réponse assez rapide, finalement peu chère au regard d'un projet immobilier, sur des enjeux de biodiversité au regard des risques. N'hésitez pas, le temps que vous écriviez peut-être vos dernières questions, j'en profite pour vous présenter nos prochains événements, pardon. Donc, on a un événement en ligne le mardi 18, même horaire qu'aujourd'hui, sur l'intégration de la trame noire. Donc, c'est tout ce qui est la pollution lumineuse, et la trame blanche, donc tout ce qui est pollution sonore dans les zones urbaines. Et le même jour, vous pouvez nous rejoindre dans nos bureaux à 17h30 pour parler de valeur d'usage pour augmenter le potentiel de vos mètres carrés. Donc, plutôt un sujet d'aménagement. Donc, c'est une conférence suivie d'un cocktail dans nos bureaux. Vous avez aussi nos liens pour nous contacter sur les réseaux et sur notre site internet. Et donc voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Au pire, vous pouvez donc nous contacter si vous avez des questions sur notre site internet. Il y a notre adresse mail et on reviendra vers vous avec le plus de réponses possibles. Il y a une dernière question de Ellie qui parle de référentiels officiels, pardon, sur lesquels s'appuyer peut-être avant de vous quitter. Oui, en fait, globalement, les nomenclatures et les seuils, ils sont disponibles sur Légifrance dans le Code de l'environnement. C'est l'article R122 et il me semble que les nomenclatures sont à l'alinéa 5. Et après, globalement, en fait, toutes les méthodes qu'on vous a présentées, elles sont cadrées dans le Code de l'environnement. Eh ben, on vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des besoins à revenir vers nous. Merci beaucoup. Merci et puis beaucoup. bon appétit.